Afrique Média. Le monde, c'est nous. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Surface à l'actualité de ce soir. Direction Mali. Des milliers et des milliers de personnes ont pris les rues de Bamako ce jour, à la place, dite la place de l'indépendance, pour appeler la communauté internationale à ne pas s'immiscer dans les affaires maliennes. Des banderoles, des drapeaux maliens, mais aussi russes, des pancartes, des t-shirts à l'effigie du président de transition Assimi Goïta. Un grand portrait géant sur la place. Le colonel Assimi Goïta a pratiquement occupé les cœurs, les regards et toutes les opinions de la société malienne, ou tout au moins de toute la nation malienne. Des affiches soutenant les forces armées maliennes et d'autres très hostiles à la France. Voilà qui a été le décor de cette grande mobilisation organisée sur la place de l'Indépendance ce mercredi 29 octobre, Yerewolo, debout sur les remparts, sous les remparts, je devrais dire. C'est un mouvement qui a encore rempli son coup avec à l'affiche tous les autres mouvements révolutionnaires du Mali. Et du coup, ça prend de l'ampleur aux frontières à côté, c'est-à-dire au Burkina Faso, où demain, le Burkina Faso s'apprête aussi à se mobiliser, toutes les populations à se mobiliser contre la France. On pourrait donc dire, dans le Sahel, au Mali et au Burkina Faso, les carottes sont définitivement cuites pour la France. Et l'on peut observer qu'aucun média français n'en parle. D'ailleurs, Google n'en parle pas, le moteur de recherche le plus utilisé par le Quai d'Orsay et l'Élysée. Aucun n'en parle de ces manifestations où les populations rassemblées sont prêtes à 1 million de personnes sur les rues de Bamako. Voilà donc qui fait face à l'actualité et qui met cette actualité au-devant non seulement de l'opinion africaine, des panafricains partout en Afrique, même des esclaves de maison pour qui, en réalité, désormais, les yeux devraient s'ouvrir largement pour voir ce qui est en train de se passer, mais aussi de l'opinion internationale. Car, justement, chers messieurs et ces dames qui nous suivez de partout dans le monde, nous devons le rappeler, après le discours insultant, arrogant, insolent d'Emmanuel Macron, qui taxait le gouvernement de Bamako de ne pas être un gouvernement, d'être un non-gouvernement. Après, justement, les déclarations de Yves Le Drian, beaucoup l'appellent Le Drian désormais, ce n'est pas moi qui le dis. Après les déclarations de Jean-Yves Le Drian, qui avertissait le Mali de ne pas coopérer avec la Russie, ou tout au moins cette société appelée Société de mercenaires Wagner. Voilà le ton maintenant, le ton de la légitimité du Mali qui sort et remplit toutes les rues de Bamako selon les manifestations d'aujourd'hui. Près d'1 million de personnes sur les rues de Bamako pour exiger définitivement le départ de la France du pays, et cela va définitivement embraser le voisin, le Burkina Faso, qui se prépare aussi à une géante manifestation demain. Nous sommes les cutters des faits. Les commentaires se font dans les gargotes et vers les rigoles, justement, les rigoles de l'histoire. Nous restons sur orbite, sur ce que veut désormais le peuple africain. Et ici, nous sommes au Mali ce jour, et avec un peu au confin, le Burkina Faso. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Face à l'actualité. Quand on va se retrouver, Luc Michel, aguerri sur l'observation géopolitique et géostratégique, est en place à Bruxelles. André Christelle Fanga est dans ce studio.
Le professeur Jean-Paul Bellec, démonstrateur par la mathématique, ça c'est sa méthode, est avec nous déjà dans ce studio. Yam Timba va certainement nous rejoindre. Amina Fofana, Ben Le Cerveau sont sur le site de la manifestation qui a eu un succès, on ne peut encore le dire, un succès total, mais bouche bée au Quai d'Orsay, bouche bée pour les médias mainstream. Nous vous présentons ces faits de la légitimité du peuple malien. Madame, salut, monsieur, à tout de suite. Afrique Média, le monde, c'est nous. Vous êtes sur Afrique Média, vous l'avez bien suivi, nous sommes sur Face à l'actualité, je le disais tout à l'heure, c'est le média incontesté en matière de positionnement, c'est même plus un positionnement, c'est un acquis en matière de lutte panafricaine dans le néo-panafricanisme. Et vous avez en face de vous le pionnier de cette affaire en termes de débat et la chaîne elle-même est pionnière. Nous sommes au Mali. Nous l'avons dit il y a 10 ans aujourd'hui et d'ailleurs lorsque le coup d'État, un coup d'État foireux qui avait permis à la France d'organiser son activité de pyromane, le coup d'État de M. Sanogo. Nous l'avons dit et nous l'avons crié en ce moment qu'en principe, c'était un traquenard pour le Mali. Beaucoup ne l'ont pas compris. François Hollande avait été acclamé comme Messie sauveur. Que cela a pris 10 ans et l'État, le bilan fait par le docteur Shogel Kokala Maïga, c'est que à ce moment-là, le terrorisme n'était situé qu'à Gao, mais qu'après 8 ans, le terrorisme a pris tout le pays et divisé le pays en deux. Quel est ce médecin qui appelait au chevet du malade, a plutôt aggravé le cas du malade et le même médecin veut rester sur place. Et voilà le peuple qui prend fait et cause avec ces faits qui sont des faits têtus, puisque les commentaires sont libres. Je vais à Bruxelles pour commencer ce débat. Luc Michel, vous avez certainement observé les rues de Bamako. C'est pas seulement les rues de Bamako, parce que celles du Burkina Faso, à la place du mémorial de Thomas Sankara, vont prendre le relais. Quelle est l'analyse géopolitique et géostratégique que vous faites sur cette situation? Bonsoir et bienvenue. Écoutez, tout d'abord, je suis un homme heureux. Je ne le suis pas souvent. Je vais bientôt fêter dans quelques semaines 50 ans de vie militante et ce combat n'a pas été vain. Il y a tout juste 10 ans, presque jour pour jour, nous connaissions une défaite majeure. C'était l'assassinat du guide libyen et la chute de Sirte qui a entraîné la chute de toute la Jamaïria libyenne. Mais à l'époque, nous étions étouffés, comme Google le fait aujourd'hui avec les manifestations de Bamako. Mais depuis, il y a Afrique Média qui est venu. Afrique Média, c'est son succès. Ce million de citoyens africains dans les rues de Bamako, c'est la victoire d'Afrique Média et du néo-panafricanisme. Il y a quelques jours, Madame Parly a présenté la nouvelle doctrine française de ce qu'elle appelle la guerre informationnelle. C'est une guerre de voyous. Elle a annoncé les pires méthodes. Elle a annoncé les fermatrolles, les agents provocateurs. Elle a annoncé que tout était bon, y compris la déstabilisation et le mensonge contre les ennemis de la France et du bloc occidental. De plus, la France va confier cette guerre informationnelle non pas aux médias d'État français jusque maintenant, mais aux services spécialisés de l'armée française et de la DGACE. On sait déjà qu'à Paris, à la caserne Mortier, qui est le siège des services secrets français, il y a une fermatrole. On connaît la désinformation. Elle se déchaîne sur le soi-disant groupe Wagner, qui est un mythe forgé par les services secrets américains et français. Aujourd'hui, l'Afrique a répondu. L'Afrique a dit non à la France. L'Afrique a dit ça suffit. L'Afrique a dit aujourd'hui, l'Empire qui ne veut pas mourir et qui agonise, eh bien, il va mourir. Aujourd'hui, Macron parade à Rome. Après avoir insulté le chef d'État américain lors du contrat des sous-marins australiens il y a quelques semaines, après avoir rappelé son ambassadeur, il l'a renvoyé à Washington. Et en bon petit caniche soudi, en petit Macron minus, il sourit à Biden parce que la France aujourd'hui, c'est un roquet qui aboie fort, c'est un roquet qui montre les dents lorsqu'on lui arrache son os,
mais c'est un roquet qui n'ose pas mordre. La France, c'est terminé, et l'Afrique, elle va aujourd'hui consommer sa chute. Que fera demain Macron, Le Drian et compagnie? Que feront ces gens lorsque dans d'autres pays africains, les masses africaines se leveront? Avant Bamako et avant demain Ouagadougou, il y a déjà eu Bangui, où des foules considérables se sont réunies. Toutes saluent l'arrivée de la Russie, parce que la Russie, c'est la défaite consommée de la France en Afrique. Je ne tiendrai pas plus de temps parce que je suis certain que mes collègues panélistes, eux aussi, ont leur joie à exprimer. Je rappelle à la place du monde que voilà un moteur de recherche le plus actif lorsqu'on parle de dictateurs africains, le plus actif lorsqu'on parle de séisme en Afrique, le plus actif lorsqu'on noircit l'Afrique, le voilà bouche bée, il s'agit de Google. Avec cette manifestation avoisinant 1 million de personnes, quelle est la lecture que vous faites de cette industrie de la criminalisation et du terrorisme médiatique? C'est à moi que vous posez la question, Hubert. Oui, c'est à vous, Luc Michel. Ah ben, il faut constater simplement que les méthodes qui sont employées aujourd'hui mondialement par les Américains, les Britanniques, les Allemands, il y a quelques heures d'ailleurs, la RFI de Mme Merkel à Berlin a grossièrement attaqué Choguel-Maïga. Ce sont les mêmes, ce sont des méthodes qui ont été mises au point contre la Russie dans la dernière décennie de la guerre froide, dans les années 1980-1990. C'est à ce moment-là qu'on a formé les ONG, les vitrines légales de la CIA, qui sont des organismes d'État du gouvernement américain. C'est à ce moment-là qu'on a constitué les réseaux de George Soros et qu'on a mis en route les méthodes de manipulation et les médias mensonges qui sont la caractéristique de la guerre médiatique occidentale. Vous savez, tous les ennemis de l'Occident ont subi cette guerre pendant 4 décennies. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau cycle historique et géopolitique. L'Iran a lancé en 2016 en Liban la guerre hybride. La Russie a lancé en 2013 en Ukraine la guerre hybride. C'est la guerre des puissances pauvres contre la toute-puissance et la toute-richesse des médias occidentaux. Vous savez que les médias occidentaux, ils sont possédés pour la plupart, à part les médias d'État, par des milliardaires. Eh bien, face à cela, nos petits médias, parce que Afrique Média n'a pas les millions de George Soros. À côté de ça, mon groupe multimédia, parce que moi, je n'ai pas les millions des ONG de George Soros. Eh bien, nous avons remporté le défi et nous faisons jeu égal en Afrique contre ces gens qui sont appelés aux États-Unis des prostituées et qui sont appelés en France des journalopes. C'est exactement ce qu'ils sont. Ce sont des vendus, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, y compris les faux chercheurs et les faux spécialistes qui sont des agents spécialisés des services secrets occidentaux. Lorsque le Pentagone a sorti pour avaliser le livre contre le groupe Wagner, le soi-disant groupe Wagner, un rapport, il a été conçu par 2 chercheurs français. On les a présentés comme de digues universitaires. Ce sont en fait des agents stipendiés. Ils s'appellent Laruelle et Lemonnier. Ils sont payés par le ministère de la Défense américain, le Pentagone, et le service secret de la marine américaine, le Naval Intelligence Service, qui est plus puissant et plus développé que la CIA. Il y a 11 services secrets aux États-Unis, pour mémoire. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fin d'une époque. La toute-puissance médiatique des régimes occidentaux, elle est terminée. Bamako, qui est descendu dans la rue après Bangui et avant Ouagadougou, c'est le travail d'Afrique Média. C'est le travail que nous avons accompli pendant cette décennie, où malheureusement, tout le monde nous donnait vaincus, où on se moquait de nous, où on nous traitait d'aboyeurs, où on tentait de nous ridiculiser, puis de nous diaboliser. Moi, on dit que je suis un méchant sorti des films de James Bond. Eh bien, aujourd'hui, justement, les aboyeurs et le méchant sorti des films de James Bond, ils sont en train de réduire au silence les puissants médias des... On repart donc
à Bruxelles. Luc Michel, le temps qu'au niveau du Zoom, que la connexion se règle. Alors, Luc Michel, vous avez suivi le docteur Shogel Kokala Maïga. Le contenu de son discours est un contenu de quelqu'un qui maîtrise la situation de manière parfaite aujourd'hui, comme d'ailleurs le peuple malien qui ne fait que gronder dans la rue. Et l'on, c'est toujours en déphasage avec certaines autorités françaises parce que François Hollande, de son garage, on va dire de sa retraite, fait savoir que Barkhane n'est contesté qu'à Bamako. Alors, sur ces discours et sur cette réalité sur le terrain, quelle est la lecture géopolitique et géostratégique que vous pouvez en faire? C'est que actuellement il y a deux réalités. Il y a la réalité géopolitique du terrain et il y a la réalité virtuelle. Tous les Occidentaux développent pays par pays des scénarios virtuels qui ne correspondent pas à la situation du pays. On en a l'exemple en Libye, par exemple. La Libye, c'est un pays somalisé où il y a 12 grandes entités politico-militaires et on nous vend la division du pays en deux entre Tripoli et Benghazi. C'est la même chose dans les autres pays. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train, la France et les États-Unis principalement, ils sont en train de prendre comme un boomerang cette réalité qui leur revient dans le visage. Lorsque Macron dit qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, il l'a dit plusieurs fois au Mali, et puis qu'il se retrouve avec plus d'1 million de Maliens qui manifestent dehors la France, bienvenue la Russie, bien entendu, il est devant un problème. Lorsque ces journalistes qui sont en fait pas des journalistes, qui sont en fait des agents stipendiés en mission, font des interviews agressives dans lesquelles on leur demande de mettre mal à l'aise et de tacler leurs interlocuteurs. Il y a l'Infoca, il y a cette femme que nous avons vue aujourd'hui. Ils ont fait la même chose avec le président Touadéra, avec Shogel Maïga, etc. Eh bien, ces gens-là, évidemment, ils posent des questions sur une réalité qui n'existe pas. Là, l'interview de Shogel Maïga, elle est ubuesque. Elle est ubuesque parce que Shogel Maïga, il explique le terrain et la journaliste s'enfonce. Elle continue à s'enfoncer dans son déni de la réalité, dans ce monde virtuel, parce que c'est ce qu'on lui a dit de dire. Il faut retenir quelque chose, c'est que, justement, ça correspond à une guerre médiatique de retard. Je dis toujours que les Occidentaux ont une guerre de retard. Il y a la guerre hybride, évidemment, qui conteste la guerre occidentale, mais même dans la guerre médiatique, il y a une guerre de retard. Ces gens vivent encore à une époque où les médias occidentaux étaient tout puissants, où il y avait de faux médias tiers-mondistes, genre Al Jazeera. On sait qu'Al Jazeera, c'est l'argent du Qatar et que le Qatar est un des principaux alliés de Washington. Mais sorti de ça, il n'y avait pas une autre opinion. Moi, je cite toujours mon exemple. Vous savez que j'ai une partie de ma vie où je faisais des élections en Belgique et en France. J'ai eu des députés dans des parlements régionaux. Eh bien, en 25 ans d'activité électorale, j'ai eu 2 minutes, 1 minute sur la télévision nationale RTBF, 1 minute sur RTL. En 25 ans, nous étions barrés, étouffés. Lorsque j'ai arrêté les élections, c'est tout simplement parce qu'on ne nous citait pas. On ne nous citait pas parmi les gens qui se présentaient aux élections. C'était le grand trucage. Le reste du temps, je m'amusais à me battre contre des rumeurs, exactement comme le mythe Wagner. Moi, je suis présenté comme un militant d'extrême droite, alors que je suis un adversaire historique du Front National en France et en Belgique, et toutes des imbécités comme ça. Lorsque j'étais en 2011 en train de combattre dans les derniers mois de la Jamaïria, nous avons organisé à Tripoli une conférence internationale, la seule, qui s'appelait End of Libya. Nous avions des parlementaires venant d'une dizaine de pays, notamment d'Ukraine et de Russie, et nous étions à l'époque, parce que les Africains, justement, n'étaient pas informés du combat de la Jamaïria, ça c'est le combat médiatique qui s'est déroulé essentiellement en Europe, sur les réseaux sociaux, Facebook, qui commençaient, nous étions 250 000 Européens à défendre Kadhafi. Les gens de RFI, de France 24, étaient dans le même hôtel que nous, ils ont assisté à nos conférences de presse, etc. Et on n'a pas eu une seule ligne,
pas une seule minute d'antenne, exactement comme aujourd'hui, on y Bamako. Et puis un jour, Afrique Média est arrivé. Et Afrique Média, il a commencé à montrer la réalité en Afrique, il a commencé à démonter les montages, il a commencé à montrer de véritables experts et pas des agents des services secrets. Et le résultat, évidemment, on a commencé comme dans toutes les guerres médiatiques, ils ont commencé par se moquer de nous, ils ont parlé des aboyeurs, on commence par ridiculiser, puis on diabolise et puis on étouffe. Mais aujourd'hui, c'est terminé. À partir du moment où Afrique Média fait jeu égal avec RFI ou France 24 dans la plupart des pays d'Afrique francophone, on ne peut plus nier la réalité. Il y a eu en 2018 une étude du Quai d'Orsay, ils ont étudié l'audimat, donc des différentes télévisions. TF1, principale chaîne française, 15 millions de téléspectateurs. France 24, avec toutes ses filiales, avec les antennes de RFI, avec ses émissions en espagnol, en arabe, en anglais, etc., 92 millions. Et Afrique Média, 220 millions de spectateurs. À partir de ce moment-là, vous comprenez la panique et la colère qui saisit tous ces gens. Voilà pourquoi on continue à monter des scénarios médiatiques, mais il n'y a plus personne qui y croit. Certains des Français y croient encore. Lorsque vous écoutez Éric Zemmour, par exemple, il a fait il y a quelques semaines une émission sur le Mali, il nous a raconté que la France gaspillait l'argent, son argent et l'argent de ses soldats. Ils ont eu 9 morts en 8 ans, c'est une farce. Mais évidemment, il n'a pas raconté le pillage du pays, le pétrole, le gaz, l'uranium surtout. Il n'a pas expliqué que la France, productrice de centrales électriques, ne produit pas un once d'uranium en France, alors que par exemple Rosatom, le russe, il produit de l'uranium en Sibérie orientale et il arrive avec des centrales nucléaires disposant de leur stock d'uranium. Voilà ce qui se passe. Plus personne en Afrique, à part quelques naïfs et quelques gens qui sont malhonnêtes, ne croit cela. De plus en plus, allez voir sur les réseaux sociaux, allez voir sur YouTube, allez voir un peu partout. Le public africain, il est averti, il est façonné, il est conscientisé. Et ça commence également en Europe. Il y a des gens les plus conscientisés, ils regardent Afrique Média, ils regardent Russia Today, ils regardent Presse TV, nos amis iraniens. Et tout cela fait que le monopole médiatique qui était celui des Occidentaux dans les guerres médiatiques précédentes, il n'existe plus, tout simplement de facto. C'est cela la réalité. On est dans un autre cycle géopolitique et géohistorique. Et c'est toute l'intelligence des stratèges iraniens et russes qui ont inventé justement cette guerre hybride, plutôt que de faire une course aux armements. Vous savez que dans la dernière décennie de la première guerre froide en 1980, l'URSS a perdu la guerre parce qu'elle s'est laissée prendre au piège de la course aux armements, ce qu'elle n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, ni la Russie ni l'Iran ne mènent cette course aux armements. Ils mènent une guerre multidimensionnelle, médiatique, militaire. Il y a les acteurs non étatiques, les firmes de sécurité. Il y a les partis milices pro-iraniens comme le Hezbollah qui existent dans tous les partis du Proche-Orient. Et cette guerre maintenant, elle est en train de se déplacer, par exemple, en Amérique latine, au Venezuela. C'est cela l'intelligence des stratèges russes et des stratèges iraniens, c'est d'avoir compris qu'il ne fallait pas suivre l'Occident, mais qu'il aurait fallu opposer un autre discours et d'autres méthodes. Au milieu de tout cela, Afrique Média a une place unique avec son nombre de téléspectateurs. Ce n'est pas, je l'ai toujours dit, une télévision simplement avec un audimat, c'est une communauté qui est soudée par une conscience politique, le néo-panafricanisme, qui est une grande idée en marche.